Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le S&P 500 est en danger? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre ma chaîne si vous voulez soutenir mon travail. C'est la meilleure façon de le faire pour 4,99 $ par mois. Et vous avez aussi accès aux directs qui ont lieu à chaque semaine. Alors, la question du jour, est-ce que le S&P 500 est en danger? Et la raison pour laquelle je pose cette question, eh bien vous le voyez, c'est en raison du fait que le S&P 500 a connu un bond quand même de 23-24 % depuis le creux connu en octobre dernier. Bon, je vous présente ici le RSI. C'est un indicateur qui nous permet de déterminer si un indice, une action, un FNB se situe en zone de surachat, donc lorsqu'il dépasse la limite du 70, ou en zone de survente lorsqu'on est en dessous du 30. Bien sûr, vous réalisez ici que le S&P 500 est en zone de surachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va comparer avec ce qui est arrivé par le passé lorsqu'on s'est retrouvé dans une situation similaire. Donc, vous pouvez voir, présentement, on est autour de 70, 74 pour ce qui est du niveau du RSI du S&P 500. Et par le passé, par exemple, en août dernier, le RSI était encore une fois en zone de surachat et vous avez vu le S&P 500 chuter. Même chose en novembre 2021, le S&P 500 a chuté peu de temps après. C'est pas arrivé en avril 2021, mais c'est arrivé en septembre 2020, en janvier 2020 et aussi en avril 2019. Alors pourquoi c'est pas arrivé lorsqu'on était en zone de surachat en avril 2021? Bien, il y a des raisons fondamentales pour ça et on va les aborder dans quelques instants. Maintenant, autre élément qu'on peut regarder du côté du S&P 500, et là, je vais m'assurer que vous voyez bien ce qui se passe à l'écran, c'est ce qui participe à faire monter le S&P 500 comme ça. Bien, en fait, il y a trois secteurs principaux. Il y a le secteur des technologies de l'information, le secteur de tout ce qui est des biens de consommation discrétionnaire et le secteur des services de communication. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces différents secteurs-là qui sont quand même en hausse pour ce qui est des technologies de l'information de 40 %, du secteur de la consommation discrétionnaire de 29 % et des services de communication de 36 %. Eh bien, si on regarde ici la technologie de l'information, sans surprise, on retrouve les Apple, Microsoft, Nvidia qui ont connu un bond incroyable sur les marchés depuis quelques mois. Pour ce qui est des services de communication, les Facebook, Alphabet, Walt Disney, Netflix, qui ont connu eux aussi un très fort rebond. Et du côté de la consommation discrétionnaire, Amazon, Tesla, qui ont connu eux aussi des rebonds significatifs sur les marchés boursiers. Donc, c'est ce qui explique justement ce rebond assez important du S&P 500 qui, de façon générale, est en hausse depuis le début de l'année d'environ 15 %. Mais c'est essentiellement ces trois secteurs principaux qui soulèvent le marché, qui ont soulevé le marché. Et si on y va de façon encore plus granulaire, c'est quelques entreprises qui ont participé à faire monter le S&P 500 de façon aussi magistrale depuis le mois d'octobre dernier. D'ailleurs, si vous regardez ici le S&P 500, le Forward PE, donc le ratio cours-bénéfice prévisionnel est de 18. Pour ce qui est du secteur des technologies de l'information, 25,6. Et lorsqu'on enlève les technologies de l'information, le S&P se retrouve à 16,8. Donc, on n'est pas en bulle technologique comme on l'était par exemple au courant des années 2000. Si je vous montre ça ici, vous pouvez voir que la différence du ratio cours-bénéfice attribuable au secteur des technologies de l'information n'est que de 1,7. Quoiqu'on se retrouve quand même au sommet qu'on a atteint en 2021, au pic de la frénésie sur les marchés boursiers. Donc, c'est peut-être un élément qui nous indique justement que la frénésie est très présente sur les marchés boursiers actuellement. Parlant de frénésie, on peut regarder ici ce qui se passe du côté des bulls et des bears sur le marché. Si vous regardez ici à droite, on voit que les bulls ont pris le contrôle du marché actuellement. C'est eux qui tiennent les rênes du marché. On est en bull market d'ailleurs avec le S&P 500 qui a fait un bond de 23-24 % par rapport à son creux. Les bears sont retournés en hibernation, donc les ours sont retournés dans leur caverne. Est-ce que les bulls vont garder le contrôle du marché encore bien longtemps? Eh bien, c'est le futur qui va nous le dire. Présentement, les bulls sont à 53,4 % par rapport aux bears qui sont à 20,6 %. Les bears peuvent encore chuter encore un peu avant que la frénésie sur les marchés s'essouffle. Mais habituellement, on a un retour vers la norme et les bears devraient sortir de leur hibernation éventuellement. Bon, tantôt, je vous ai dit que le RSI n'avait pas signalé une baisse sur les marchés en 2021.
Donc, simplement pour vous remontrer, là, c'était justement ici, on a vu que les marchés ont continué leur hausse malgré le fait qu'on était en zone de surachat sur le RSI. Pourquoi c'est arrivé? Eh bien, c'est ce graphique-là qui nous l'indique. Les earnings des entreprises, donc les profits des entreprises, ont été en hausse constante tout au long de l'année 2021. Or, c'est un tout autre portrait qui nous guette actuellement. En fait, les profits des entreprises ont été révisés à la baisse constamment depuis le début de l'année, en fait, depuis même la fin de l'année dernière. Donc, on voit que pour 2023, les profits anticipés des entreprises ont été revus à la baisse de façon très, très importante et c'est la même chose depuis 2024. Ce qui veut dire que cette, justement, récession des profits des entreprises devrait se concrétiser, devrait s'approfondir au courant des prochains trimestres, ce qui fait que le fait qu'on a le RSI qui est en zone de surachat nous indique que peut-être, effectivement, on pourra avoir un renversement sur les marchés parce qu'on n'a pas ces profits qui continuent de monter, qui pourraient soutenir les cours des marchés boursiers. Autre élément qui va à l'encontre un peu des marchés, et là je recule ça un petit peu, c'est ici la liquidité sur les marchés. On en a parlé à quelques reprises dans certaines des vidéos que j'ai faites. Les banques centrales ne soutiennent plus actuellement les marchés au même rythme qu'elles l'ont fait durant la dernière moitié de l'année dernière. Le QT continue, donc le Quantitative Tightening continue sur les marchés. On voit par exemple la Bank of Japan, là, à partir de l'automne dernier, qui a augmenté son bilan d'actifs, donc en achetant des obligations, des actions sur les marchés, ce qui a soutenu les marchés boursiers américains. Et même chose, la Fed qui avait intervenu d'ailleurs pour soutenir un peu les marchés boursiers ce printemps, en fait, pour soutenir le système bancaire, devrais-je dire, en raison de la panique qu'a causé SVB. Alors là, les banques centrales, du moins pour ce qui est du côté de la Fed et pour ce qui est de la Banque centrale européenne, continuent le resserrement quantitatif, ce qui fait que la liquidité sur le marché devrait continuer de diminuer. Autre élément ici, vous voyez justement le bilan de la Fed qui, lui, continue d'être diminué. Donc, on réduit les quantités de Treasury qu'on détient et aussi les quantités de mortgage-backed securities, donc les titres adossés à des hypothèques. Autre élément qui risque de jouer contre la liquidité sur le marché, qui est très, très, très corrélé avec le mouvement du S&P 500. Lorsque vous avez une liquidité qui est positive et vous voyez les cours boursiers monter, lorsque la liquidité est négative, vous voyez les cours boursiers chuter. Cette corrélation-là, elle existe, elle a été démontrée à plusieurs reprises. Mais un autre élément qui devrait, je dirais, retirer des liquidités du marché, eh bien, c'est le Trésor américain qui, lui, devrait continuer de renflouer ses coffres au courant des prochains mois. Le mouvement à la hausse est commencé. C'est un mouvement qui est très, très, très timide, comme vous pouvez voir ici à l'écran. Mais on devrait atteindre là, le 1 trillion au courant des prochains mois, ce qui devrait encore une fois continuer de retirer de la liquidité et nuire au mouvement à la hausse sur les marchés boursiers, ce qui pourrait créer ce renversement. Maintenant, du côté du PMI, donc l'indicateur prospectif économique que je vous ai présenté à plusieurs reprises, ici, c'est ambivalent. On voit en bleu le PMI et en rouge les marchés boursiers, le S&P 500, qui lui est reparti à la hausse, alors que le PMI est toujours en zone, je dirais, de contraction. Est-ce que les marchés boursiers anticipent un retour en zone positive de l'expansion économique ou les marchés boursiers sont trop optimistes et la contraction du côté du PMI va se poursuivre? Alors là, ça va être difficile à dire tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas les données de ce côté-là, les données les plus récentes de ce côté-là. Par contre, c'est possible que le PMI continue, lui, sa chute, ce qui pourrait invalider le mouvement à la hausse sur le S&P 500. Maintenant, dernier graphique que je vais vous présenter, eh bien, c'est bien sûr la courbe de rendement qui est carrément inversée depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois du côté des États-Unis. Donc, cette courbe de rendement est enfoncée dans le négatif et qui, à chaque fois, prédit une récession. Donc, qui dit récession dit contraction de l'activité économique, dit contraction des profits, des revenus des entreprises. Ce qui veut donc dire que, justement, on devrait voir là, et ça ici, là, attendez, j'essaie de vous retrouver le graphique. On devrait voir justement ces earnings continuer de se contracter, ce qui devrait nuire au mouvement à la hausse des marchés boursiers, du moins si ça se concrétise. Alors pourquoi la courbe de rendement est inversée? Simplement parce que le marché obligataire anticipe un ralentissement de l'activité économique du fait que la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine est très, très, très restrictive actuellement. Et à chaque fois, ça a prédit
une récession, les barres bleues que vous pouvez voir. Et à chaque fois, nous avons eu aussi un bear market qui a suivi le creux de l'inversion de la courbe de rendement. Et là, ici, on a eu un petit bear market en 2022. Par contre, il précède l'inversion de la courbe de rendement, du moins le point creux de l'inversion de la courbe de rendement. Habituellement, on a ce bear market donc au plus creux ou après le point creux sur l'inversion de la courbe de rendement. Donc, reste à voir si ça va se concrétiser. Du moins, le S&P 500 pourrait être en danger selon les données que je vous ai présentées. Maintenant, ce que je veux savoir dans la zone commentaire, pensez-vous que la frénésie, que le mouvement à la hausse sur le S&P 500 a encore beaucoup d'essence pour poursuivre sur sa montée? C'est ce que je veux savoir dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.